Qui n'a jamais rêvé d'être romain, de se faufiler sur un scooter entre les témoins de l'histoire et du temps, de s'enfoncer dans la cacophonie d'une circulation qu'un chef d'orchestre à casque blanc tente de diriger à coups de sifflet, avec ce sens unique de l'humour et du spectacle, de déambuler dans la douceur du matin, de se poser avec un savoureux ristretto, un cornetto, un cappuccino, de partager des moments de simplicité avec des amis de comptoir qui n'ont pas besoin de se connaître pour être ensemble. Les Romains respectent leurs traditions. Jeudi les gnocchi, vendredi la morue, samedi les tripes. Vincenzo, épicier du terroir. Andrea, chef à domicile. Pour eux, le temps ne compte pas. Tant qu'une tranche de Bressaola alimente la conversation. La Bressaola a une caractéristique, elle est très maigre, très appréciée des sportifs. Ici, je vois une partie un peu plus grasse. Ah oui, ça c'est la partie du filet qui adoucit la viande, la rend plus plaisante à déguster, lui donne une bonne consistance et augmente encore le plaisir en bouche. Vincenzo, metteur en scène et acteur principal de son épicerie. Un seul de ses fromages mériterait un long métrage. Ces actrices, sélectionnées pour leur beauté, leur parfum, leur robe, Vincenzo les affine chez lui, dans sa chambre froide. Santa Maria di Trastevere. Le pape Jules Ier la fit édifier au milieu du IVe siècle. Elle restera le tout premier édifice chrétien de Rome dédié à la Vierge Marie. Le Trastevere sur la rive droite du Tibre, quartier branché, très rive gauche. On s'y abandonne dans la dolce vita de ces ruelles à sens unique, de préférence à pied. Décor de comédie à l'italienne, plutôt, comment dire, bourgeois bohème. Dans le Trastevere, la nonchalance reflète bien l'apparente désinvolture des Romains. Sans doute est-ce la meilleure manière pour eux de cohabiter avec tant de beauté. Un peu caché des regards, ce petit couvent protège sa double colonnade en carré, ses vestiges antiques enchâssés dans les murs, ses fresques délabrées. Voilà tout ce qui subsiste aujourd'hui d'un ancien complexe religieux resté longtemps parmi les plus riches de Rome, San Cosimato. Dans l'Antiquité, l'autre côté du Tibre était d'abord un quartier pauvre avant que de riches bourgeois y fassent construire leurs belles villas. Et maintenant, au Trastevere, on dit que les artistes et intellectuels y cultivent leur apparente insouciance. Rome serait-elle douée d'une vertu si particulière pour avoir inspiré autant d'idées, de créations, d'œuvres immortelles, autant d'artistes, de peintres, de sculpteurs, d'écrivains, de poètes? Ces graffitis éphémères offerts à la rue dans les quartiers périphériques de Rome, ils finiront par s'effacer avec le temps. Mais peut-être entreront-ils un jour avec leur créateur dans les musées d'art moderne. Derrière cette façade improbable se cache un univers clos, une sorte de ghetto familial, refermé sur lui-même, ouvert sur le port fluvial romain à proximité des anciens abattoirs du Testaccio, reconvertis pour la plupart en galeries d'art.
Cette ancienne centrale hydroélectrique abandonnée après les années 60 servit longtemps d'entrepôt pour les sculptures et les statues antiques. Aujourd'hui, c'est le musée Montemartini. Ainsi, entre les vieux générateurs et les turbines, l'art post-industriel a épousé l'art antique et Montemartini est aujourd'hui le nouvel écrin, extension des musées du Capitole. Une vue exceptionnelle embrasse la ville entière, depuis la Villa Médicis, la culture française à Rome. Aménagée pour le cardinal Giovanni Ricci di Montepulciano, elle fut acquise en 1576 par le cardinal Ferdinand de Médicis. Napoléon Bonaparte y installera l'Académie de France, créée par Louis XIV. « 7 hectares de jardins plantés de pins centenaires, de cyprès et d'œuvres d'art. Les anciens ateliers d'artistes accueillent aujourd'hui une formidable gypsothèque. Ici, une imposante statue de Louis XVIII, là, une collection de précieux moulages de la colonne Trajane et de sculptures romaines déterrées lors des fouilles. Dans l'appartement du cardinal Ferdinand de Médicis, les plafonds peints par Jacopo Zucchi évoquent un destin royal. Galilée fut assigné à résidence, surveillée, dans la Villa Médicis, qui aura aussi hébergé Fragonard, Ingres, Berlioz, Debussy et tant d'autres. La Villa Farnesina, en bordure du Trastevere, construite au XVIe siècle, enrichie des fresques de Raphaël, le triomphe de Galatée, l'œuvre profane du grand peintre la plus sensuelle. Elle évoque la passion amoureuse du cyclope Polyphème, peint ici par Sebastiano del Piombo. Dans la loggia de Psyché, les élèves de Raphaël ont mis ses créations en couleur. À l'étage, les fresques en trompe-l'œil de Peruzzi. Nous voici dans la galerie Borghese, avec le Saint-Jérôme du Caravage et Pauline Borghese, allongée sur son divan de marbre. Antonio Canova y a sculpté la sœur de Napoléon comme une divinité noble et paisible. Près de 2 siècles auparavant, le Bernin, à peine âgé de 25 ans, s'est inspiré de son propre visage pour tailler dans le marbre l'expression de David contractée par l'effort. L'hermaphrodite endormi du 1er siècle, Bernin l'a posé sur un matelas. Bernin, toujours lui, le rapt de Proserpine, torsion des corps, fougue des figures. Et puis Daphné se métamorphose en laurier pour échapper au dieu de la lumière. Et comme dans les métamorphoses d'Ovide, la main d'Apollon sent le battement du cœur sous le végétal qui recouvre le corps de la nymphe. La galerie de la Villa Borghese, dans toute sa blancheur, a su conserver sa destinée, temple de l'art, théâtre de l'univers. Les ateliers de restauration des œuvres d'art dans les musées du Vatican
l'un des lieux de Rome sans doute parmi les plus inaccessibles au grand public. De grands spécialistes y opèrent, comme des chirurgiens du temps. Ici, une sculpture datant du 1er siècle après Jésus-Christ représentant la fortune nécessite des soins minutieux indispensables à sa conservation. Dans les musées du Vatican très fréquentés, des altérations peuvent survenir à tout moment sur les œuvres d'art exposées à la foule. L'acidité provoquée par la poussière et rien que le souffle des visiteurs pourrait détériorer une œuvre à la longue. Mais la patine originale de la pierre doit être respectée, car elle raconte l'œuvre et son histoire. Dans la partie des musées du Vatican appelée Pio Clementino, du nom des 2 papes qui l'ont fait construire au XVIIIe siècle, passons par la galerie des statues, la salle des animaux, puis celle des bustes. Persée, triomphant, l'une des œuvres majeures de Canova. La statue du fils de Zeus était à ce moment-là protégée des visiteurs, soutenue par un solide échafaudage pour une indispensable restauration. Andrea Felice a été chargé du nettoyage et du polissage de cette peau en marbre blanc de Carrare sculptée en 1801. En fouillant dans les réserves du Vatican, Andrea retrouva par hasard la feuille de vigne originale, sculptée par Canova lui-même dans le même marbre. À cette époque, le pape avait exigé que l'on habillât toute forme de nudité par pudeur chrétienne. Cette pièce unique posée dans la paume de la main. Quel privilège! Andrea est le fils de celui qui réalisa les statues antiques pour tous les films de Federico Fellini. Canova, sculpteur vénitien, il fut le favori de Napoléon Bonaparte. On lui doit aussi les statues de 2 pugilistes très célèbres du 5e siècle avant Jésus-Christ, Creugas et Damoxénos. Et puis cette fameuse tête de Méduse, l'une des 3 gorgones, elle avait le pouvoir de changer les hommes en pierre. Et vidée à l'intérieur par le sculpteur lui-même, le chignon volontairement décentré. Le bras de Persée pouvait ainsi la tenir suspendue. Sur le bas-relief de ce sarcophage du 2e siècle après Jésus-Christ, la technique de restauration est toute différente. Les pièces manquantes sont reconstituées en résine pour maintenir l'ensemble et l'équilibre. À l'arrière de la basilique Saint-Pierre, les jardins du Vatican. Mais Benoît XVI s'apprête à sortir de ses appartements pour sa promenade quotidienne. La présence du souverain pontife émérite, désormais à l'abri des regards depuis sa démission, impose que tous les visiteurs quittent les jardins et l'enceinte du Vatican. Lui aussi est restaurateur, mais d'un autre genre. Chez Federico Squattrito, rien ne s'achète, rien ne se vend, tout se répare, de génération en génération. Dans cet invraisemblable Capharnaüm à proximité de la Via del Corso, le passé tente de résister au temps et voudrait presque reprendre vie. Au milieu de ces extraordinaires histoires d'objets anciens, ce Geppetto contemporain en aura attiré des curieux, des amateurs, des artistes et même des cinéastes. Un petit matin, devant la Galerie nationale d'art moderne de la Villa Borghese, un film est en tournage. Il faut bien dire que, même si le cinéma italien s'est quelque peu assoupi ces derniers temps, Rome, avec ses décors mythiques, reste une ville cinéma.
En 1994, le réalisateur Nanni Moretti recevait un prix à Cannes pour son journal intime, Caro Diario. Le long plan séquence à Vespa est entré dans l'histoire du cinéma italien. Il commence ici, dans le quartier de Garbatella, entre ces villettes construites dans les années 20 par les architectes du régime fasciste. Dans ce film, Nanni Moretti s'en allait jusqu'où fut assassiné en 1975 Pier Paolo Pasolini. L'univers rude et écorché du cinéaste s'est renforcé dans ces faubourgs de Rome au pied de la Torre del Fiscale. Dans ces quartiers populaires, ces borgate peuplées de jeunes ragazzi di vita, à la poésie sauvage, rugueuse et sans artifice. Des familles ouvrières vivent là dans la précarité. Pasolini les aimait profondément pour leur authenticité, leur culture de la rue, leur façon de s'exprimer. Pour immortaliser cette société, dans son tout premier film Acatone en 1961, Pasolini apprit à parler le dialetto de la Rome populaire. Et dans cet univers sans concession, le cinéaste aimait se retrouver, provoquer de nouvelles rencontres, mais aussi des aventures. À l'est de la Villa Borghese, un coin de rue, un tout petit quartier qui compte parmi les lieux les plus insolites de Rome, Coppede. Un architecte originaire de Gênes fit bâtir entre 1913 et 1926 une vingtaine de villas et d'immeubles réunissant à eux seuls tous les styles que Rome avait pu connaître depuis l'Antiquité impériale jusqu'à la période Art déco. Coppede, c'est à la fois un incroyable pastiche de styles architecturaux, une atmosphère un peu fictive, une dimension fantastique, mais Coppede a aussi inspiré plus d'un film. Des metteurs en scène comme Dario Argento, qui a tourné 2 de ses plus célèbres films d'horreur autour de la fontaine des grenouilles. Le petit temple d'Esculape, au centre de la Villa Borghese, 80 hectares de verdure et d'ombre rafraîchissante. Rome compte près de 1000 hectares de parcs et d'espaces verts, où la vie de famille retrouve un peu son insouciance. Sous le regard bienveillant de la nonne, quoi de plus amusant pour ces petits-enfants que de jeter du pain au canard ? D'autres jeunes parents ont trouvé pour leurs enfants un moyen tout simple de s'en approcher autrement. Ces voyageurs romantiques ont embarqué leurs confidences sur le plan d'eau. Cette lectrice plongée dans son livre et son histoire. Les amoureux, seuls au monde, s'abandonnent aux étreintes qui voudraient ne jamais finir. Les souvenirs ressurgissent. Les couples se reposent l'un de l'autre. Et certains spirituels y retrouvent leurs esprits. Pour respirer, il ne faut donc pas obligatoirement sortir de la ville. Mais Rome et ses faubourgs offrent aussi de beaux terrains de détente, d'exercice et de lecture à l'ombre des pins parasols. Une grande partie de l'eau potable arrive encore à Rome par ces anciens aqueducs
en provenance des Castelli Romani. Les Romains de l'Antiquité étaient déjà très conscients de la richesse de l'eau au temps de leur apogée. Ces gigantesques constructions démontrent encore aujourd'hui le génie d'une civilisation qui avait compris son importance. Ils bâtirent 11 aqueducs. La plupart ont été vandalisés ou détruits. Mais 2 millénaires plus tard, il en reste encore, qui jouent un rôle primordial dans l'acheminement de l'eau vers la ville. L'aqueduc de l'Aqua Virgo, construit en 19 après Jésus-Christ au temps de l'empereur Octave Auguste, transporte l'eau de source sur 20 km de long jusqu'à l'entrée de la ville. L'or bleu est ensuite acheminé par des conduites souterraines jusqu'à ces petites fontaines, ces nasoni comme on les appelle, ces milliers de petits becs qui laissent s'écouler en permanence une eau précieuse, fraîche et potable. La fontaine des tortues, c'est le Bernin qui les ajouta à l'œuvre originale. Trônant sur la place Mattei à proximité du ghetto juif, la fontaine est sans doute la préférée des Romains. Et on la retrouve dans le film To Rome with Love de Woody Allen. Et à propos de film, voici la fontaine de Trévi qui a retrouvé sa blancheur. Alimentée elle aussi par l'aqueduc de l'Aqua Virgo, tout comme la Piazza Navona, la Piazza di Spagna, la fontaine de Trévi est le prolongement de l'époque baroque au milieu du XVIIIe. Ces sculptures représentent l'abondance, la salubrité et le dieu océan. Marcello Mastroianni et Anita Ekberg l'ont immortalisé en 1960 dans la Dolce Vita de Fellini. Grâce à un geste traditionnel qui ferait revenir à Rome, le bassin de la fontaine de Trévi récolte plus d'1 million d'euros par an. Chacun y lance sa petite contribution, mais attention, de la main droite par-dessus l'épaule gauche. Sur les toits de Rome fleurissent en désordre antennes et tuiles aux nuances de rose, jaune et ocre. Jusqu'au XVIIe siècle, aucun bâtiment ne pouvait s'élever plus haut que le sommet de la basilique Saint-Pierre. Ainsi, Rome est restée une capitale horizontale. Mais les architectes ont tout de même pu exploiter les vestiges de l'Antiquité, comme ce temple d'Adrien aujourd'hui devenu palais de la Bourse Piazza di Pietra. Partout dans Rome, glaciers, bars, restaurants, pizzerias et surtout des terrasses qui se comptent par milliers. Dans le quartier du Panthéon, le soir, sur la Piazza della Rotonda, les places assises donnent le droit d'assister au ballet des étrangers de passage, des vendeurs de souvenirs inutiles et des serveurs faussement désabusés. Tradition incontournable, véritable institution, chaque Romain recommandera toujours son glacier favori, son parfum préféré. Au bord d'une fontaine, la nuit enveloppe la journée d'une douceur bienvenue. Et les ponts éclairent sur le Tibre tout leur romantisme. Colosse de Rome, le Colisée est son vestige emblématique. Autrefois, plus de 50 000 spectateurs assis sur ces gradins acclamaient les grands jeux populaires et les gladiateurs qui repoussaient la souffrance, le sang et la mort pour conserver la gloire et la vie. Pillés durant les siècles qui suivirent la chute de l'Empire, les ruines du Colisée furent sauvées par le pape au XVIIIe siècle en mémoire aux martyrs chrétiens. Tout aussi grandiose, culminant jusqu'à 30 mètres de hauteur, les thermes de Caracalla figurent parmi les plus grands et les mieux conservés de l'Antiquité. À l'adolescence, les jeunes Romains étaient soumis à des entraînements sportifs destinés à en faire des adultes accomplis. Ils venaient ensuite se purifier le corps entre les bains chauds et froids, puis dans des sortes de saunas.
On s'y retrouvait là entre amis. On y parlait de la famille, mais aussi de politique ou de philosophie. Aujourd'hui, Rome vit le plus naturellement du monde sur la superposition de près de 3 millénaires de sédiments culturels. C'est tout un art de vivre qui absorbe ces drames, revient toujours à célébrer le plaisir. Nous devenons un peu acteurs de notre propre cinéma, sans qu'il ne se passe rien d'exceptionnel dans la vie de tous les jours. Mais tout de même, à force de côtoyer toutes ces merveilles, nous finissons nous aussi par nous laisser envahir par cette dolce vita romaine qui donne le goût de la vie. Après un passage par le Forum Trajan, le Capitole, la Piazza del Popolo, nous voici maintenant Piazza Navona. La fontaine des 4 fleuves en son centre a été dessinée par le Bernin, mais sculptée par ses disciples. Elle symbolise les 4 continents connus à l'époque. Avant d'être envahie au petit matin, Navona est sans doute la plus belle place de Rome. 2 fontaines extérieures balisent le tout premier stade d'athlétisme de la Rome antique, enfoui à quelques centimètres sous cette place qui en a conservé la forme exacte. Faisant rimer sculpture avec nourriture, l'ancien atelier légué par Canova à Adamo Tadolini, son élève préféré, est devenu un surprenant restaurant. Entre le Panthéon et la Piazza Navona, l'église nationale des Français de Rome, la Chiesa San Luigi dei Francesi, abrite une œuvre des plus célèbres, un cycle de peinture ornant la chapelle Contarelli, évoquant la vie de saint Matthieu, un brillant clair-obscur du Caravage. D'un point de vue artistique, on prétend souvent que l'église est une exaltation de la France. D'ailleurs, une plaque de marbre rappelle que bien des Français ont donné leur vie à Rome durant la guerre 14-18. Trinité des Monts, autre église française de Rome, et le petit Montmartre romain où l'on vient s'offrir au fusain d'un artiste contemporain. La Piazza d'Espagne, en bas des 135 marches rendues célèbres par Audrey Hepburn et Gregory Peck dans Vacances romaines. Et à leur pied, la Barcaccia, commandée au père Bernini et achevée par son fils, le Bernin. Poursuivons le tour des incontournables. Ici, l'exploitation touristique est au centre de toutes les préoccupations. Et là, les Romains n'ont peur de rien, ni du ridicule. Digne dans le tumulte, le Panthéon fut érigé par Agrippa en 25 avant Jésus-Christ. Il connut sa forme circulaire définitive sous Adrien un siècle et demi plus tard. Le peintre Raphaël y repose, tout comme le père de la patrie Victor Emmanuel II, dont le monument qui lui est dédié, la machine à écrire comme l'appellent encore certains Romains, qui regrettent que jamais personne n'ait osé le démolir. Ce gâteau à la crème, autre appellation ironique, fut terminé en 1911 après un chantier de construction qui dura plus de 25 ans. Dans le quartier juif près de la synagogue, le théâtre de Marcello remonte à l'époque de l'empereur Auguste. Incorporé au palais des Orsini au XVIe siècle, ces arcades inférieures furent occupées par de modestes ateliers
qui continue aujourd'hui à inspirer les artistes. Le bronze de Marc Aurèle sur le Capitole, seule statue équestre de la Rome antique qui ait résisté aux destructions des symboles de l'Empire. Et à la tombée de la nuit, le Colisée et surtout le Forum romain reprennent un peu de leur magie. Dans l'Antiquité, Rome interdisait que l'on enterrât ses morts dans son enceinte sacrée. La Via Appia se retrouva ainsi bordée de mausolées et de catacombes. Aujourd'hui, on l'emprunte avec respect, juste en rêvant que l'on pourrait y croiser le quadrige d'un notable descendant tout droit vers le sud et creusant dans ses pavés un sillon définitif avec les roues de son char. La Villa Hadrien. Celui que l'on appelait l'empereur voyageur l'avait conçu à l'image de son empire. Cariatide et Amazone encerclent le grand miroir d'eau. Grande admiratrice de l'empereur, Marguerite Yourcenar écrivit son roman philosophico-historique « Mémoires d'Hadrien », classé parmi les 100 plus grands livres de tous les temps. Tivoli, la Villa d'Este, à 30 km de Rome. Inspirée de la Villa Hadrien, elle fut aménagée au XVIe siècle par le cardinal Hippolyte d'Este. Une succession de fontaines et de jaillissements en terrasse. Des jeux d'eau qui représentaient une innovation technique incroyable pour l'époque, jouant sur le principe de gravité sans aucun autre mécanisme. Montaigne, Fragonard et Franz Liszt furent parmi les plus séduits. Les jardins de la Villa d'Este symbolisent l'épanouissement de la culture de la Renaissance. Ils auront eu une profonde influence sur le développement du paysagisme dans toute l'Europe. Le petit village d'altitude de Castel Gandolfo dans les Castelli Romani, établi sur la crête du lac volcanique d'Albano, dans une superbe région viticole, connue pour y abriter le palais pontifical d'été Vatican II, comme le nommait Jean-Paul II. L'ancien palais de l'empereur Domitien fut d'abord l'une des plus célèbres villas de l'Antiquité. Aujourd'hui, les villas pontificales sont les résidences estivales réservées aux souverains pontifes. Le domaine s'étend sur 55 hectares et appartient à l'État du Vatican. Ces plantations, ces parterres extraordinaires, sont entretenus par une armée de jardiniers qui, comme de bons anges gardiens, préparaient alors la visite du pape François, annoncée dans les prochaines heures. Comme celle du paradis ouvront les portes du jardin des papes. Tous les souverains pontifes sont venus se recueillir devant elle, s'agenouiller à ses pieds, prier cette Vierge Marie pour trouver à travers elle inspiration et réconfort. Vestige de la grandeur impériale, voici le Crypto Portico sur 300 mètres de long, 1000 pas que l'empereur Domitien parcourait quotidiennement pour ses promenades digestives, à l'abri de la chaleur et du soleil. Le pape François, qui s'est rendu une fois à Castel Gandolfo, n'y a jamais séjourné, préférant travailler au Vatican que dans ce cadre trop luxueux pour lui. Depuis le printemps 2014, il a ouvert ses jardins au public. Ainsi, les voies du Seigneur ne sont plus impénétrables. Les Romains, depuis l'Antiquité, ont toujours eu leur regard tourné vers la mer. Le port d'Ostie leur ouvrait les voies navigables vers le bassin méditerranéen. Ostia Antica, à 28 km au sud de Rome, conserva ses secrets enfouis sous les sables durant plusieurs siècles. Aujourd'hui, le site nous offre ses vestiges au grand jour, avec un sentiment de calme et d'espace
contrastant avec l'effervescence que l'on imagine du temps où il était le port militaire et maritime de l'Empire romain. Les archéologues pensent même que Ostia Antica pourrait être bien plus vaste que Pompéi. On y surprend Eros et Psyché, amoureusement figés dans la pierre, sans pudeur. Depuis le IVe siècle, ils tentent ainsi de préserver leur émotion. Ces fresques, exposées à la lumière du jour, ont été miraculeusement conservées. Œuvres d'artistes anonymes qui resteront éternellement inconnus. Une frontière spirituelle sépare l'Italie de l'État du Vatican. La place Saint-Pierre, elle peut accueillir jusqu'à 300 000 fidèles, 284 colonnes en travertin de 16 mètres de hauteur, 140 statues qui représentent les saints et les martyrs de l'Église. Mais que font-elles donc ainsi enveloppées dans ces filets? Et pourquoi cette partie de colonnade enserrée dans des échafaudages? La restauration de la colonnade conçue par le Bernin allait bientôt prendre fin, un chantier pharaonique placé sous la direction d'un Belge, Guy Devreux, directeur du laboratoire scientifique des musées du Vatican. Une mission extrêmement délicate. Nous avons décidé de réaliser d'abord et avant tout un chantier pilote. On a pris une tranche de la colonnade de haut en bas, et sur cette tranche de la colonnade qui fait quand même énormément de mètres carrés, si on considère que l'ensemble de la colonnade fait 45 000 mètres carrés, sur cette tranche on a travaillé pendant 8 mois, toute une série d'experts de différentes catégories, des historiens, des chercheurs, des restaurateurs et des architectes, sans parler aussi des ingénieurs pour les problèmes structurels. Toutes ces personnes ensemble ont travaillé à comprendre quel était l'état de santé de la colonnade. Vous voyez ici sur cet exemple une colonne très noire, elle est sombre ainsi parce qu'elle était victime de la pollution et du temps qui s'est déposé dessus, mais le temps n'est pas forcément positif, le temps peut être négatif. La pollution amène toute une série de produits qui sont un apport d'acidité sur une surface qui est très sensible à l'acidité, et donc il faut éliminer toutes ces contraintes, tous ces produits négatifs pour l'œuvre elle-même. Le travail fit appel aux plus raffinés des collaborateurs du Vatican. Beaucoup de femmes d'ailleurs, méticuleuses, maniant délicatement le couteau avec des gestes précis, utilisant exclusivement des pigments naturels mélangés à l'eau claire, des sables aux nuances minérales provenant du monde entier. Elles réparent les marques du temps. Alors là, notre travail, c'est justement celui d'enlever tout ce qui recouvre l'original pour le remettre en valeur, cela dit tout en gardant une partie de ces bouchages quand ils se trouvent à l'intérieur, inutile de les enlever, ça reste un témoignage du temps sur l'œuvre en question. Le chantier de restauration de la place Saint-Pierre aura mobilisé plus d'une centaine de spécialistes et duré plus de 5 ans. Bernin avait tout compris en réalité en traitant ses œuvres de cette façon, cette pierre particulière typique de Rome et qui est pleine de concrétion, qui est pleine d'alvéolisation et de parties faites chargées d'argile, a traité sa pierre de façon plus ou moins irrégulière et ainsi faisant il a rendu ses sculptures vivantes comme jamais. À un jet de pierre du Vatican, nous allons rencontrer chez lui le cardinal Paul Poupart, président du Conseil pontifical de la culture sous Jean-Paul II, et qui de Jean XXIII au pape François aura connu 6 papes successifs. Alors en avant, vous avez la série incomplète de mes œuvres complètes.
cardinal ne se fera pas prier pour raconter les moments de complicité avec les papes qu'il aura bien connus au Vatican. Jean XXIII l'appelait Filio Bello, mon bon fils. Paul VI lui donnait du Caro Monsignore. Sur Benoît XVI, il reste un peu plus réservé, mais il porte une affection et une tendresse toute particulière pour Jean-Paul II, qu'il se plaît à faire revivre, à sa manière. Alors, disait avec famille, alors, Éminence, Monsieur le Cardinal, d'où arrivez-vous? Très Saint-Père, je mets modestement, mais pas dans les vôtres. Ouais, et aussi vous les précédés. Vous faites bien, il savait que j'arrivais de Moscou, ce qui a été une de ces grandes. Nous n'avons aucun secret. Vous savez d'abord la définition des secrets du Vatican. Non, c'est ce que tout le monde sait à Rome, sauf le pape. Rome compte plusieurs centaines d'églises. 4 d'entre elles sont les basiliques majeures, étape du traditionnel tour des pèlerins se rendant à Rome. L'année sainte fut instituée en 1300. Elle préconisait la visite de 2 basiliques de Rome, Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul-Hors-les-Murs, lieu de sépulture des compagnons de Jésus, Pierre et Paul. Dans Saint-Paul-Hors-les-Murs, une frise représente tous les papes, mais une prophétie du Moyen-Âge affirme que lorsque tous les médaillons de la frise seront occupés, l'Église touchera à sa fin. Avant l'accession du pape François au trône des Saint-Pierre, il restait 2 médaillons vides. Aujourd'hui, on en compte 5 de plus. Lors du 2e jubilé en 1350, le pape ajouta une 3e basilique majeure, Saint-Jean de Latran, cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome, considérée comme la mère de toutes les églises. Devant l'autel où seul le pape peut célébrer l'Eucharistie, les visiteurs lancent des offrandes qui atterrissent sur le tombeau du pape Martin V. Après Saint-Jean de Latran, une 4e fut adjointe, Sainte Marie Majeure. Chacune de ces basiliques possède une porte sainte, solennellement ouverte par le pape au début de chaque année sainte, et puis refermée à la fin, jusqu'à la suivante. Par le pont du château Saint-Ange, traversons maintenant le Tibre pour assister à l'audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre. Le pape François est attendu par une foule innombrable de pèlerins et de fidèles. Les plus déshérités font l'objet d'une attention particulière et se retrouvent généralement au premier rang. Il faudra plus d'une demi-heure à l'officiant de service pour citer chacune des délégations venues du monde entier, approcher le souverain pontife. Le charisme du pape François à son arrivée est une vraie récompense. Tant de sacrifices ont parfois été nécessaires pour arriver jusque-là. Un coup de vent le décoiffe, il rattrape sa calotte blanche et rassure son entourage d'un geste discret. Une jeune femme réussit à convaincre la sécurité de venir faire bénir son panier de fleurs. Il l'invite à se rapprocher de lui. Avec naturel et simplicité, le pape François a imposé son style souriant. Ses gestes ne sont pas empruntés à sa fonction, sa voiture n'est pas blindée. Il s'offre non pas en spectacle, mais en communion collective. Il parcourra toutes les allées,
lentement, par considération pour chacune et chacun de ses fidèles. Il n'oubliera personne, s'arrêtera quelques secondes pour un jeune enfant, puis pour un plus malheureux. Le pape va-t-il monter vers l'autel sur sa papamobile ou tout simplement à pied? Con lui non si sa mai. Avec lui, on ne sait jamais, répond le chef de sa sécurité. Et finalement, François gravira les marches d'un pas décidé pour aller prononcer son homélie. Nous formons un temple vivant et quand nous sommes ici tous réunis, tous ensemble, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à faire grandir l'Église. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva il Papa! Devant les jeunes gardes suisses imperturbables, la fanfare reprend ses airs de fête, François salue les évêques et archevêques, parfois avec une belle complicité. Ensuite, il se dirige vers les dignitaires, les diplomates, les délégations présentes, certains échangeant d'ailleurs avec lui bien plus qu'une simple poignée de main. L'audience générale se terminera après que le Saint-Père aura béni les jeunes mariés. Encore tout illuminés du sourire pontifical, les couples descendront les marches de la basilique sous les acclamations. Dans le cœur de la basilique Saint-Pierre, comme tous les 29 juin, la messe de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église. Cette célébration eucharistique est aussi la plus ancienne fête inscrite dans le sanctoral romain. Elle remonte au IVe siècle, avant même l'instauration de la fête de Noël. Et à cette occasion, le pape impose le pallium aux archevêques métropolitains, signe de la même charge partagée avec les autres évêques, en communion avec lui. Rome serait-elle encore Rome aujourd'hui sans son Église? Son pouvoir spirituel n'a-t-il pas pris en relais celui du grand empire romain? Rome, berceau de notre civilisation et de notre culture latine, règne sur le monde chrétien. Le pape François n'en serait-il pas son meilleur ambassadeur? De sa fenêtre, ses paroles touchent le monde entier. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Rome, ville éternelle, fidèle à elle-même, se prête à tout et accueille le monde entier. Mais Rome ne serait-elle pas aussi, secrètement, l'actrice principale de notre propre cinéma? Un parfum d'été, la chaleur des pavés gorgés de soleil, la fontaine rafraîchit le marché. Une Vespa promène des amoureux, une maman peine avec ses deux petits et son trop gros panier. Quelqu'un dit ciao bella bionda, cosa fai qui da sola? Conosco un bar qui vicino, ci prendiamo un cappuccino e tu mi racconterai perché sei qui. Non aver paura, in me puoi aver fiducia, stai tranquilla. Je souris, tous mes chemins me mènent à ces arènes, à ces